Voilà, il est 19 heures. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, hein, même s'il fait encore largement soleil. Je suis ravi de vous retrouver dans mon salon une fois de plus pour parler d'éco. Enfin, on va parler d'emploi, on va parler de formation, on va parler de social aussi. On va surtout parler de jeunesse parce que j'ai la grande chance de recevoir Paul Torrent. Comment ça va, Paul? Très bien, merci Bruno. Bon, Paul, je te remercie d'être venu dans mon salon. Alors, on se tutoie, bien sûr, avec Paul, on se connaît, on a l'impression qu'on est nés ensemble. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Et moi, je suis un ancien de l'insertion, et puis lui, il a réussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est donc directeur de la mission locale de l'agglomération de Limoges. C'est ça, ça fait quelques années maintenant. Ouais, ça va faire une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Donc, il connaît parfaitement le sujet. Avec lui, on va essayer de voir qui sont ces jeunes qui sont à la mission locale de l'agglomération de Limoges. On essaiera de voir aussi quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui, les leviers éventuellement, puisque vous savez, c'est comme les chefs d'entreprise, comme les politiques qu'on a eu là, faut à la fois constater les difficultés que l'on peut avoir et puis à la fois commencer à identifier ces fameux leviers pour la reprise. Donc vous connaissez les règles, vous pouvez poser des questions en direct, surtout vous pouvez me dire d'ores et déjà s'il y a une ou deux personnes qui regardent, si vous entendez bien le son des micros, et puis vous pouvez poser des questions, bien évidemment, on pose des questions, on ne critique pas pour critiquer, on n'insulte pas, jamais. Sinon, bien évidemment, je vous bannis du dialogue, je vous bannis de la retransmission. Bien, allez, on va commencer avec Paul. Paul, je voudrais que tu nous expliques, il y a toujours une question perso un peu au début et puis à la fin aussi. Je voudrais que tu nous expliques un peu comment on devient directeur d'une mission locale, parce qu'on ne naît pas comme ça un jour en se disant je vais devenir directeur de la mission locale de l'agglomération de Limoges. Oui, alors la facilité. Alors tout d'abord, merci pour ton invitation, Bruno, parce que je crois que c'est important de parler de notre jeunesse. Mais on y reviendra tout au long de ton émission. Alors comment est-ce qu'on devient directeur de la mission locale? Bon, c'est très compliqué, sans doute un peu par hasard. Mais le hasard. Tu avais des études ou... Oui, alors moi j'ai une formation juridique. D'accord. J'aimais bien, j'ai toujours bien aimé apprendre et étudier, donc ça a toujours été agréable pour moi. Et puis après, moi je viens d'une famille, ma maman était institutrice, mon papa était directeur administratif de la mairie de Brive, donc je crois que la notion de service public était quelque part ancrée en moi, et donc c'est l'atavisme familial qui a fait le reste. Donc voilà, je crois que c'est vraiment une passion autour du service public et cette capacité à se rendre utile. D'accord. Et alors, comment ça s'est passé? C'est quoi? C'est des opportunités à un moment donné qui se sont présentées sur ton chemin? Au début des années 2000, j'avais eu la chance d'être recruté sur la création du plan local pour l'insertion et l'emploi. Oui, le pli, donc effectivement, voilà, je me rappelle de cette période. Donc pendant une dizaine d'années, donc avec une équipe de 4 ou 5 collègues, on avait créé le plan local pour l'insertion et l'emploi. Donc il y a un dispositif qui était un dispositif qui n'existait pas sur le territoire, qui est un dispositif extrêmement remarquable. D'ailleurs, je sais qu'aujourd'hui encore le pli de l'agglomération de Limoges est toujours au top au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis c'était l'occasion aussi de travailler avec des gens formidables. D'ailleurs, si tu permets une petite parenthèse, moi je voulais saluer ma collègue Valérie Signolet-Monza qui traverse une période difficile et qu'on aime beaucoup et à qui on pense. Voilà, je referme la petite parenthèse. D'accord, je me permets de la saluer aussi parce que je la connais depuis très longtemps. Je sais que tu la connais. Je sais que tu la connais. Voilà, donc une dizaine d'années au pli et puis je crois une confiance renouvelée par les élus. À un moment donné, il y a eu l'opportunité de travailler en mission locale et c'est vrai que chez moi c'était toujours un souhait et un vœu réaffirmé parce que on a la chance de faire un beau métier, on travaille pour notre jeunesse et on a la chance de se rendre utile au quotidien. Donc moi c'est un bonheur au quotidien. Très bien. Alors, je vais te le dire parce que toi, tu n'as pas l'écran sous les yeux. Bien évidemment, devine qui est la première personne à être là. Madame Samia Rifo, bien évidemment. Alors, il va falloir être... Alors, faire gaffe, là. C'est la présidente. Oui. Donc, Samia Rifo, présidente de la mission locale de l'agglomération de Limoges. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Oui, Samia qui au quotidien impulse son dynamisme
et sa volonté de faire avancer nos stratégies et nos politiques en faveur des jeunes, et je crois qu'il faut la remercier. Alors écoutez, j'espère qu'elle va être active ce soir et qu'elle va peut-être nous donner 2 ou 3 questions ou alors des exemples. J'en profite aussi pour saluer Jean-Marie Toury qui nous dit bonjour. Agir Haute-Vienne est là, Samia, d'accord, je l'ai vu. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer. Bah écoute, tu vas nous présenter la mission locale de l'agglomération de Limoges. Voilà, par quoi tu veux commencer? Vous êtes implanté en centre-ville, mais pas que. Allez, on va rentrer par là. Voilà, donc bon, alors, tout d'abord dire que la mission locale, c'est vraiment un dispositif, un service au service de la jeunesse de nos territoires. Ça, c'est vraiment le point de départ. Après, effectivement, on a une implantation territoriale avec un siège en centre-ville, et puis des antennes dans les quartiers prioritaires. Alors voilà, les quartiers de la politique de la ville, donc Beaubreuil, le Val-de-Laurence et la Bâtide. Mais on a également des permanences en mairie, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir mobiliser et capter les jeunes au plus près de leur lieu d'habitation, puisque nous, notre compétence territoriale, c'est le territoire de la communauté urbaine. Très bien, je vois que Magali est là. Bonjour Estia. Estia est venue nous rejoindre. Là aussi, il y a des partenaires. Oui, on aura l'occasion d'en parler parce que, grosso modo, je ne vais pas tout devancer, mais une mission locale sans partenaire, c'est plus la même. Hein. Ben, c'est pas une mission locale. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. J'aurais tendance à dire, c'est que tous ces acteurs du territoire sans la mission locale, c'est pas le même boulot. Hein. Ouais. Ben, je te remercie. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, ça représente quoi en termes d'activité, la mission locale de l'agglomération de Limoges? Tu as combien de conseillers, combien de conseillers, de conseillères? Alors c'est une activité qui est importante et qui est un petit peu plus importante chaque année. Donc aujourd'hui, c'est environ 50 salariés, la mission locale. Énorme. Ouais. Et oui, on a avec tous les dispositifs qui se sont mis en place ces dernières années, on a été amené à beaucoup recruter. Alors ce qui est intéressant, et si Samia nous écoute, on doit aussi lui rendre cet hommage-là. On a diversifié notre façon de recruter. On recrute beaucoup de jeunes, notamment par le biais de l'apprentissage. Très bien. Et ça, c'est vraiment remarquable. Ça amène du dynamisme, de la jeunesse. Très bien. Donc on donne l'exemple. Ben, ça aussi. Voilà, c'est important. C'est bien. C'est vrai que c'est assez nouveau, ça. Oui, c'est nouveau. On a 4 apprentis aujourd'hui, 3 qui se forment sur les métiers de conseiller, 1 qui se forme sur les métiers de l'animation. D'accord. Et effectivement, ça impulse aussi dans les équipes un dynamisme, une autre façon de voir les choses, de travailler. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, moi qui ai un peu pratiqué dans le métier, tu vois, tout de suite, ça m'interpelle. Je trouve que c'est bien. Oui, que des jeunes s'adressent à des jeunes parce qu'ils ont le même âge que les jeunes qui sont reçus à la mission locale, c'est une bonne chose. Donc ça, c'est pour la dimension physique de la mission locale. Après, en termes d'activité, on a une activité qui est vraiment très importante puisque chaque année, ce sont environ 1500 nouveaux jeunes qui, pour la première fois, viennent à la mission locale. 1500, donc c'est vraiment extrêmement important. Qui sont ces jeunes? C'est qui ces jeunes? Alors, on peut le dire aux gens, hein, tout de suite, c'est des moins de 26 ans. Oui. C'est ça. Quand on parle de jeunes, c'est 16-26. Voilà, si tu veux, il y a 2 critères principaux. L'âge que tu viens de citer. Et puis le lieu d'habitation. Il faut que les jeunes résident sur le territoire de la communauté urbaine. Voilà. Ce sont les 2 critères. Il y en a un troisième qu'on ajoute, et il ne faut pas que les jeunes soient sur un parcours scolaire ou universitaire. Il faut qu'ils soient déscolarisés. Voilà, il faut que les jeunes soient... Le mot... oui, alors ils ne soient plus en scolarité. Voilà. Déscolariser, c'est forcément négatif, donc ils ne soient plus en scolarité. C'est quoi? C'est des jeunes en difficulté, tous? Ou alors est-ce que c'est des jeunes qui se posent des questions? Est-ce que c'est des jeunes qui sont qualifiés? Ce sont des jeunes qui ne sont pas du tout qualifiés? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un profil ou est-ce qu'il y a une multitude de jeunes? Ouais, ce sont les jeunes de notre territoire, donc il y a effectivement une multitude de profils. Alors après, on va retrouver des tendances assez marquées. Ouais. Mais effectivement, les jeunes qui viennent à la mission locale sont dans leur diversité, dans leurs interrogations, avec des demandes et des recherches très différentes. Alors après, si je veux qualifier un petit peu, donner un peu une typologie des jeunes qui viennent, on a une majorité de jeunes, environ 70%, qui n'ont pas le baccalauréat pour donner un repère. Alors voilà, mais c'est pas parce qu'on n'a pas le baccalauréat c'est important, mais oui. Voilà. Mais ce qui veut dire qu'on a aussi 30% des jeunes qui sont diplômés d'enseignement supérieur. D'accord. Donc on a effectivement cette diversité-là. Après, on a des jeunes qui viennent des quartiers, on va dire, populaires de Limoges. À peu près un quart des jeunes viennent de ces quartiers. Bon, c'est aussi lié à notre implantation sur ce territoire. Vous allez aussi auprès d'eux. Tout à fait.
Après, on a voilà, après, on peut donner d'autres critères. Ce sont des jeunes qui sont globalement peu mobiles, qui ont peu le permis de conduire. Il y en a à peu près un quart d'entre eux qui ont des moyens de locomotion. Et puis après, ils viennent avec des demandes qui sont très, très variées, des demandes en termes de recherche d'emploi, mais pas seulement. C'est pas forcément la demande principale des jeunes. Alors c'est quoi? Justement, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ces jeunes? Alors, la première chose qu'ils viennent chercher, je pense, c'est de l'écoute. Ouais. C'est un peu de reconnaissance, un peu d'estime, parce qu'effectivement, quand on est jeune et qu'on est en recherche d'emploi ou qu'on est en recherche d'autonomie, on va plutôt le dire comme ça, souvent c'est compliqué, hein, ça peut être la galère, hein, pour reprendre c'est plus une expression de vieux que jeune. Mais voilà, donc les jeunes, en fait, ils vont arriver avec des demandes extrêmement variées, des demandes parce qu'ils ont des problèmes pour se loger, ils ont des problèmes pour se nourrir. Ils ont des problèmes pour se déplacer. Mais globalement, la réponse qu'on apporte, nous, c'est une réponse plus globale sur l'autonomie du jeune. Et on sait aujourd'hui que l'autonomie, elle passe par l'accès à l'emploi, principalement. Je vais être provocateur. Déjà, c'est un peu mon genre, mais voilà. Mais voilà, je crois qu'il y a des choses qu'il faut dire tout de suite. Parce que quand on dit... des fois, on imagine la mission locale, ça distribue de l'argent, ça distribue des vacances, etc. Tu l'as abordé, je crois que c'est bien de revenir dessus. Vous êtes là pour accompagner le jeune dans un mouvement global. Vous n'êtes pas une banque, vous n'êtes pas un organisme social. Hein. On est d'accord que tout tourne, à un moment donné, autour de l'accès à l'emploi, de l'accès à la formation, de l'accès à l'autonomie. Et que, par moment, vous pouvez venir... en appui financièrement parce que ça rentre dans le cadre de telle ou telle action, mais ce n'est pas le postulat de départ. Oui, on met en place ce qu'on appelle un accompagnement global. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais les conseillers de la mission locale, ils ont un métier extraordinaire et ils le font remarquablement bien. Ils doivent effectivement être en capacité de poser un diagnostic sur la situation du jeune pour lui proposer les bons outils. Voilà, donc c'est pas forcément simple. Donc effectivement, il y a des demandes qui sont importantes autour d'aide sociale. Alors, on va le prendre dans son sens générique, hein, mais c'est vrai qu'il y a des dispositifs. Il y a par exemple, les jeunes ont un droit à l'accompagnement. Donc il y a un acronyme qui n'est pas très heureux qui s'appelle, donc c'est le PACEA. C'est-à-dire qu'un jeune, quand il vient en mission locale, il a le droit d'être accompagné. C'est un droit, c'est la loi qui le lui reconnaît. Et dans le cadre de cet accompagnement, on peut mobiliser pour lui des aides financières. Mais ces aides financières, c'est pas un revenu social, ce sont des aides financières qu'on mobilise parce qu'ils s'engagent dans un parcours, ils s'engagent à faire des choses, ils s'engagent à se mettre en mouvement, et donc il peut être accompagné financièrement par ce biais-là. On mobilise aussi sur les aides financières, donc là c'est bien sûr en lien avec le département, ce qu'on appelle le fonds d'aide aux jeunes. Donc là ce sont des demandes d'aide financière parce que le jeune a une problématique particulière. Mais ça reste, c'est pas je dirais, le cœur de métier de la mission locale. Le cœur de métier de la mission locale, ça reste quand même d'aider le jeune à s'intégrer et à s'insérer dans sa vie et dans tous les aspects de sa vie. Bonjour à Frédéric qui vient de nous rejoindre, Frédéric Morette-Guilbard, voilà. Bienvenue à cette émission consacrée à la mission locale de l'agglomération de Limoges avec Paul Torrent, le directeur. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. Aujourd'hui, alors c'est un peu particulier, c'est vrai qu'on est dans une période pour le moins particulière. Quel est ton regard sur la façon dont on perçoit les jeunes? Est-ce qu'on a vraiment évolué? Quand je dis le regard que l'on porte, c'est le regard des employeurs, le regard... voilà, est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on ne fait pas confiance? Est-ce que c'est facile de décrocher ce premier emploi? Est-ce qu'on donne toute leur place aux jeunes dans notre société, ou est-ce qu'il reste encore du chemin à faire? Alors, en tous les cas, nous, on y travaille au quotidien. Ça c'est certain. Après, la réalité, les chiffres sont têtus. On sait que ce sont les jeunes qui sont les plus pénalisés, avec également les personnes qui arrivent en fin de carrière professionnelle. Mais on sait qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes les plus pénalisés. Et à chaque fois qu'il y a une crise, il y a eu celle de 2008, on en connaît une autre aujourd'hui, ce sont les premiers pénalisés. Et parmi ces jeunes, les premiers pénalisés sont plutôt les jeunes en précarité, les jeunes des quartiers notamment. Donc il est certain on va dire que la société dans sa globalité ne fait pas forcément confiance aux jeunes, puisqu'en tous les cas, ce sont eux qui en subissent, qui subissent les premiers finalement les difficultés. Après, je crois qu'il faut sur la jeunesse garder un regard extrêmement positif.
Alors à plusieurs titres. D'abord parce que notre avenir, c'est l'avenir de nos territoires, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Et si on n'investit pas dans la jeunesse, si on leur donne pas des signes positifs d'avenir, de reconnaissance, on obère un petit peu notre futur. Donc il faut croire en cette jeunesse. Puis on a une jeunesse qui est extrêmement diverse sur notre territoire. Donc c'est aussi une source de grande richesse. Après, les jeunes, nous on les côtoie au quotidien. Dans leur immense globalité, les jeunes, ils n'ont qu'une envie, c'est s'en sortir, c'est travailler, c'est avoir une vie qui peut quelque part ressembler à la vie de leurs parents ou à des vies un peu classiques. Donc les jeunes sont dans leur immense majorité extrêmement courageux, extrêmement volontaires. Ouais. Et je crois qu'il faut avoir important de leur affirmer. Ouais. Et oui, parce que voilà. Alors effectivement, on peut caricaturer, on peut stigmatiser, ça c'est toujours facile, ça rassure un peu. Bien sûr. Mais la réalité, c'est pas celle-là. La réalité, c'est qu'on a une jeunesse qui est volontaire, qui est dynamique et qui a envie de s'en sortir. Alors ça commence bien. J'ai Magali là qui a une question pour toi. Si tu veux, mon vieux, c'est ça. Faut se mettre au taf. Combien de temps peut durer un accompagnement? Y a-t-il une durée maximum à part la limite de l'âge? C'est pas inintéressant parce que là derrière, il y a beaucoup de choses. Il y a la durée de l'accompagnement. Alors là, vas-y. Alors Magali, la réponse est un peu dans la question. En fait, l'accompagnement effectivement, il démarre à 16 ans, il se termine une fois à 25 ans. Mais après, dans cet accompagnement, il y a aussi des dispositifs qui ont comme la garantie jeune, par exemple, qui a une durée d'1 année. On en reparlera, on va rentrer dans le détail. Mais après, ce qui caractérise les jeunes, c'est effectivement la dimension parfois un peu chaotique du parcours. C'est-à-dire qu'un jeune va venir à la mission locale à 17 ans, il va être accompagné 6 mois, 8 mois, il va trouver un emploi qui va garder plusieurs années, et puis à 22 ou 23 ans, il va revenir nous voir. Donc en fait, on n'est pas sur un dispositif en tant que tel, on est sur une période de la vie du jeune où... Alors ça c'est très vrai. Et oui. C'est très vrai parce qu'on a oublié un peu, des fois quand on est un peu vieux comme moi, on a oublié quand on était jeune. Moi je me rappelle quand j'étais dans l'insertion, on recevait des jeunes à 16 ans, à 17 ans, il se passait rien. À 18 ans, il se passait pas grand chose. Et puis en fait, vers 19 ou 20 ans, il suffisait qu'ils aient rencontré une copine ou un copain ou quoi, où ils avaient mis du sens à leur vie, et là, ils commençaient à utiliser pleinement les outils qui leur étaient proposés. C'est ça un peu aussi, c'est être là sur le chemin et pouvoir accompagner au moment où la personne elle est capable aussi de se servir de l'outil. Oui, parce qu'on n'est pas tous prêts au même moment et on n'a pas tous les mêmes envies en même temps. Et c'est vrai qu'on rencontre des jeunes qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans, pour lesquels ils sont encore assez peu matures, on va dire. Et puis on les retrouve quelques années plus tard, ils sont vraiment dans des situations très différentes. Et puis il faut aussi dire que ce qui caractérise le marché de l'emploi des jeunes, c'est la précarité. Aujourd'hui, un jeune, ses premiers contrats, il va faire des missions de travail temporaire, des missions d'intérim, donc des contrats à durée déterminée. Donc c'est aussi cette précarité qui fait que le jeune a un parcours qui peut paraître un peu chaotique, où il va travailler 3 mois ici, 4 mois là-bas. Par rapport à la question de Magali, il y a quand même quelque chose qui est important à dire, c'est combien peut durer un accompagnement. On parle bien d'un accompagnement, tu l'as dit, ça peut être chaotique parce que le jeune il a des étapes de vie, comme nous tous, etc., où il est plus ou moins disponible. Mais ce qui est important, c'est que votre accompagnement, il est d'abord, je dirais, fondé sur la participation du jeune à son propre parcours. Alors, il n'est pas forcé. C'est bien ça, hein? Oui, puisque un jeune vit en mission locale par choix. Un jeune n'a aucune obligation à venir en mission locale. On n'est pas sur des logiques d'indemnisation, on n'est pas sur des logiques financières. Donc un jeune vient en mission locale parce qu'il a sa demande. Alors après, effectivement, pour répondre plus techniquement sur la durée des parcours, ça va aussi dépendre des dispositifs. On a aujourd'hui un dispositif qui s'appelle la garantie jeune, dont tout le monde entend plus ou moins parler parce que c'est sans doute une des mesures phares du plan de relance, un jeune, une solution. Donc là, là il y a un début, il y a une fin, mais ça peut aussi être renouvelé éventuellement. Mais contrairement à des organismes de formation qui réalisent des prestations, en mission locale, on peut venir librement entre 16 ans et 25 ans. Vous êtes au long cours, vous êtes là. Alors Jean-Marie nous dit bonsoir Paul, au fil du temps. C'est intéressant cette question. Et voilà. Écoute, tu vas répondre. Bonsoir Paul, au fil du temps, les missions se sont-elles adaptées? Les missions de la mission locale.
Oui, elles se sont développées. On en a parlé un peu avant, tu peux. Oui, elles se sont. Alors, je pense que Jean-Marie Toury, c'est quelqu'un qui travaille dans l'industrie graphique. C'est possible, il va nous dire, Jean-Marie. J'espère qu'il va répondre. Oui, dites-nous si vous avez bossé dans l'industrie graphique. Oui, dans le graphique, Bon, mais oui. Alors, tout évolue. Et nos missions ont énormément évolué. Aujourd'hui, on le voit, il y a la question de l'orientation des jeunes, la question de la formation des jeunes, la question de l'accès à l'emploi sont traitées très différemment il y a quelques années. Et puis aussi toute la dimension sociale, puisque depuis quelques années, il y a une précarisation extrêmement importante de la jeunesse. Et donc on a des jeunes qui ont besoin, pour être en capacité d'aller vers l'emploi ou vers la formation, ils ont besoin d'être sécurisés un petit peu sur leur parcours de vie, sur l'accès au logement, sur l'accès aux soins, sur l'alimentation. Donc oui, l'offre de services a beaucoup évolué et s'adapte. Alors je vais rebondir dessus, une question qui n'était pas prévue. D'abord, Jean-Marie dit oui, on se connaît. C'est bien lui. Les missions ont évolué. Est-ce que les conseillers en mission locale, est-ce que les profils ont évolué? Peut-être que ce soir on va avoir des personnes qui souhaiteraient travailler en mission locale. C'est quoi le profil d'un conseiller en mission locale ou d'une conseillère? C'est quoi? Alors là aussi, il n'y en a pas. Enfin, je pense que c'est aussi la diversité et la richesse du métier, parce que c'est vrai qu'en mission locale, on a alors le conseiller, c'est le métier principal, on va dire. On a aussi des chargés d'accueil qui ont un rôle extrêmement important dans les missions locales, mais conseiller, ça reste le cœur de métier. On a des personnes qui viennent d'horizons extrêmement différents, donc certains sont issus du travail social, d'autres viennent du monde de l'entreprise. Notre dernier recrutement, c'est une personne qui travaillait dans une agence d'intérim, qui faisait du recrutement, donc avec une très bonne connaissance de l'entreprise. Voilà. Et puis le recrutement avant, c'était quelqu'un qui était éducateur spécialisé. Alors après, depuis quelques années, l'AFPA sur Limoges met en place une formation de conseiller en insertion sociale et professionnelle. Et alors c'est vraiment une excellente formation. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de recrutement de personnes issues de cette formation. Alors c'est vrai que l'AFPA fait vraiment un travail remarquable et ça permet à des gens d'être opérationnels immédiatement. Donc en fait, c'est extrêmement ouvert. Voilà, donc si vous avez compris, si vous voulez être conseiller ou conseillère à la mission locale, vous postulez, puis voilà, vous mettez en valeur ce que vous avez fait jusqu'à présent, puis c'est tout, puis on verra bien. Mais je crois que ce qui relie toutes ces personnes, c'est leur ambition pour notre jeunesse. Bien sûr. Alors, moi je vous le dis, si vous voulez travailler à la mission locale de l'agglomération de Limoges, vous envoyez votre CV, votre lettre de motivation et vous marquez que vous avez regardé l'émission. Ça peut jouer. Si vous dites que vous l'avez trouvé super pendant l'émission, on ne sait jamais. Bon. Alors, oui, je vais la poser celle-là, Jean-Marie, mais c'est une question un peu... il faut toujours se méfier des pourcentages. Alors, Jean-Marie dit quel est le pourcentage selon toi d'échecs? Mais est-ce qu'il y a vraiment de l'échec? Il n'y a pas d'échec, il y a des accompagnements qui sont différents les uns des autres. Oui, voilà, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, mais je pense qu'il faut la reformuler. C'est-à-dire que dans les accompagnements qui peuvent être mis en place, les jeunes sont pas forcément prêts à s'insérer professionnellement. Donc on a l'exemple type, c'est un jeune qui va décrocher un contrat de travail, qui va faire sa période d'essai, et puis la période d'essai ne va pas être concluante, il va s'arrêter. Mais c'est pas forcément un échec. Voilà, c'est un pas de plus. Exactement, c'est une étape supplémentaire que le jeune a pu franchir. Donc voilà, on essaye de pas raisonner comme ça parce que la vie, elle est surtout quand on veut rentrer sur le marché du travail, c'est pas on ou off, c'est aussi une politique de petits pas et souvent c'est ce qui fait la différence. Méfiez-vous, je me permets, méfiez-vous de ces grandes statistiques, tant d'insertion, tant de machin. Il faut jamais oublier que ces jeunes, comme les adultes sur d'autres dispositifs, il y a toujours deux parties, il y a le jeune et l'employeur, voilà, faut que ça fonctionne, on ne trouve pas du premier coup, et effectivement, posez-vous toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on fait pendant ces accompagnements. Normalement, l'emploi, ou l'accès à l'emploi ou la formation, ce n'est que le résultat d'un cheminement. On a appris des choses, le jeune il est devenu beaucoup plus autonome, mais c'est pas le forcing absolu pour que la personne elle aille signer, parce qu'on sait pertinemment que si c'est une solution que le jeune ne s'approprie pas, ça ne tiendra pas. Oui, et puis
en l'espace d'une ou deux générations, l'accès à l'emploi a considérablement changé. Donc, c'est vrai que les générations précédentes, souvent, intégraient une carrière dans une entreprise et la terminaient dans cette entreprise. Aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils entendent à longueur de journée, à longueur d'année, c'est que ils vont avoir plusieurs métiers, ils vont faire plusieurs entreprises, ils vont découvrir d'autres horizons. Donc, c'est vrai que les jeunes ont aussi une capacité à passer de l'un à l'autre, à zapper un petit peu. Donc, le rapport au travail a évolué Bien forcément. Sûr, bien sûr. Allez, on va rentrer un peu, justement, tu as commencé à aborder les différentes actions que vous menez. Là, il y a le plan de relance, un jeune, une solution, qui a été mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. Qu'est-ce que c'est que ce plan de relance? Qu'est-ce que c'est que un jeune, une solution? Essayez de nous expliquer. Alors, je vais tâcher d'être le plus précis possible. Ouais. Donc, ce plan de relance, donc, il est à l'initiative du gouvernement. Et donc, il a pour objet, comme tu l'indiques, de lutter contre le chômage des jeunes et plus globalement contre toutes les difficultés que rencontrent les jeunes. Donc, ce plan, il a plusieurs volets. Je vais sans doute en oublier. Il y a tout un volet autour de l'accès à l'emploi avec des aides financières pour l'emploi des jeunes, tout un volet autour de l'alternance, l'apprentissage principalement, donc, et ça fonctionne extrêmement bien. Alors sur l'apprentissage, c'est assez remarquable, avec des aides financières nouvelles, donc une aide de 8 000 euros pour l'embauche d'un jeune majeur et 5 000 euros pour un jeune mineur. Donc, ce qui veut dire que pour une entreprise aujourd'hui qui se lance sur l'apprentissage, et moi je les invite à le faire, on a des coûts résiduels qui sont extrêmement faibles. Hein. Donc c'est vraiment incitatif. Il y a toute une partie il y a les contrats aidés aussi, qui sont la relance des contrats aidés, donc les parcours emploi compétences, les PEC pour reprendre l'acronyme. Ah, c'est nouveau, non, d'accord. Voilà, mais c'est comme avant, hein, t'inquiète pas, on change que le nom, hein, c'est pas. C'est pas. Donc voilà, donc il y a toute cette partie-là qui a été vraiment redimensionnée. Il y a toute une partie formation, donc là qui relève plus de la compétence des régions. Donc là, il faut souligner l'effort des régions qui est remarquable sur cette partie-là. Hein. C'est absolument. On en parlera. Je vous donne rendez-vous demain à 19 h ici avec Andrea Brouille, vice-présidente du conseil régional. Elle va nous en parler forcément. Et nous, Mission Locale, on est un prescripteur. On prescrit effectivement. On oriente les jeunes vers des formations et des formations d'avenir, bien sûr. Hein, aussi. Donc il y a toute cette partie-là. Puis après, il y a une partie qui nous concerne davantage autour de l'insertion, de l'accompagnement des jeunes, avec une capacité accrue pour accompagner les jeunes dans le cadre de parcours contractualisés, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis donc le fameux dispositif de la garantie jeune, puisque là au niveau national, les places ont été doublées. Là, on parle de parcours. Donc il y avait 100 000 parcours en 2020. Il y en a théoriquement 200 000 en 2021. Qu'est-ce que c'est que la garantie jeune? Parce que tout le monde n'est pas au courant là. Ouais. Alors, je vais essayer là aussi de la présenter de façon très synthétique. Donc, c'est un dispositif pour reprendre la question de Magali. Ça a un début et ça a une fin. Donc, c'est sur une durée d'une année. Donc, la garantie jeune, pour la présenter très simplement, c'est un dispositif d'accompagnement extrêmement renforcé. Mais contrairement à pas mal de dispositifs qui sont un petit peu redondants ou un petit peu récurrents dans la méthodologie, là on est vraiment sur l'accès à l'entreprise. Donc, alors, il faut savoir qu'un jeune, alors je fais une petite digression, mais un jeune, pour qu'il soit crédible vis-à-vis d'un adulte, il faut qu'il ait un projet. Un jeune qui n'a pas un projet, il n'est pas crédible, ou il n'a pas envie, ou alors il finira. On peut émettre tout ce qu'on veut. Donc c'est la tyrannie du projet. Un jeune qui n'a pas de projet, il n'est pas. Donc la garantie jeune, donc si on a un projet, après on fait une formation, et qu'une fois qu'on est formé, on va chercher un emploi. Donc la garantie jeune, on balaye un petit peu tout ça. On demande simplement aux jeunes de découvrir, d'avoir envie de découvrir. Et donc, tout le dispositif consiste à faire découvrir aux jeunes des métiers, des situations professionnelles, des univers professionnels, au travers de stages, au travers de missions d'intérim, au travers de contrats à durée déterminée. Donc la garantie jeune, c'est vraiment ça, c'est je me mets en mouvement, je vais dans une entreprise et je découvre un métier. Et si ça me plaît, derrière, je fais le nécessaire pour me former. Donc voilà, donc la garantie jeune, c'est vraiment un dispositif extrêmement fédérateur, extrêmement mobilisant, extrêmement dynamique. On n'est plus sur une logique un peu de coaching où les jeunes, effectivement, on les met en mouvement, il faut qu'ils découvrent, il faut qu'ils se bougent. Alors, il y a une phase collective qui dure environ 1 mois et demi pour justement redonner
rebooster les jeunes, leur redonner un peu un dynamisme au travers d'un groupe. Les jeunes sont formés, tous ces jeunes-là sont formés à la sécurité au travail. On leur fait suivre la formation sauveteur secouriste du travail et la formation gestes et postures, de manière à aussi les outiller lorsqu'ils vont en emploi. Et puis, il y a une sécurisation du parcours du jeune, puisque le jeune va percevoir une allocation qui correspond au RSA socle, donc on va dire environ 500 € par mois, pour sécuriser son parcours. Donc, c'est pas une allocation c'est pas un revenu de solidarité, hein, c'est vraiment pour sécuriser le parcours du jeune. S'il travaille, s'il bosse, ben, dans la limite du SMIC, il peut cumuler, s'il fait une semaine d'intérim, il peut cumuler les deux. C'est vraiment incitatif. Donc voilà, donc la garantie jeune, ce qu'il faut en retenir, c'est que je suis en galère, j'ai envie de me remobiliser. C'est vraiment un dispositif qui va m'apporter un accès à l'entreprise extrêmement puissant, fort dans la démarche. Alors, tout le monde n'y a pas droit, puisque pour avoir droit à la garantie jeune, il faut aussi répondre à certains critères. Ces critères, c'est des critères liés aux ressources financières. Alors pour faire simple, il faut que soi-même ou sa famille ne soit pas assujetti à l'impôt sur le revenu. Et puis le deuxième critère, c'est un critère d'inactivité, c'est le fameux acronyme anglais, les NEET. Donc en français, c'est des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni à l'école, ni en formation. Donc un jeune qui est sans activité, dont les revenus sont faibles, est éligible à la garantie jeune. Merci pour ces précisions. Bonjour Amandine, et oui, 8 personnes en direct, Amandine. Qu'est-ce que vous voulez? Il y en avait 200 000 juste avant que vous arriviez, mais là, ça s'est arrêté d'un coup. Je pense qu'ils sont partis faire la cuisine. Et bien non, vous savez, les gens rentrent un peu, voilà, il y a un peu moins de gens. Ceci dit, beaucoup de gens regardent les émissions aussi en replay. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir, Amandine. Laetitia, pareil, ravi de vous accueillir. Magali, je vais poser votre question, moi, j'en ai une qui me venait en tête au travers notamment du dispositif Garantie Jeune. Il y a des stages à faire en entreprise. Comment ça se passe en ce moment? Est-ce que c'est facile de trouver des stages? Alors, en ce moment, nous, on n'a pas de difficulté, mais parce que effectivement, il y a des équipes de conseillers qui sont extrêmement mobilisées et qui accompagnent les jeunes à la recherche de stages. Nous, à la mission locale, on a un pôle relations entreprises. On a deux salariés, 2 conseillers qui au quotidien sont en relation avec des employeurs, qui les consultent, qui travaillent avec eux justement pour pouvoir obtenir des stages. On a aussi une mobilisation des collectivités, hein, Limoges Métropole, la mairie de Limoges, sur de l'accueil de stagiaires ou de dispositifs d'insertion. Donc nous, on n'a pas de difficulté particulière là-dessus. Par contre, la question, alors je ne sais pas qui l'a posée, mais la question est tout à fait pertinente parce qu'aujourd'hui, les jeunes en général ont de très importantes difficultés à trouver des stages dans le cadre de leur parcours, de leur cursus de formation. Alors ça, c'est une vraie. Aujourd'hui, la recherche de stage dans sa globalité, c'est une vraie difficulté. Alors pour les jeunes, mais comme pour les moins jeunes. Hein. Là, aujourd'hui, à cause de la crise. Oui, à cause de la crise, c'est très marqué. Il y a des entreprises qui fonctionnent clair, pas. Il y a beaucoup de télétravail, donc quand on est en télétravail, c'est extrêmement compliqué d'accueillir des stagiaires. Donc, nous à la mission locale, on en accueille, on fait l'effort de s'organiser pour pouvoir accueillir des stagiaires, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de trouver un stage en entreprise. Magali, ben oui, voilà, vous avez eu la réponse. Avez-vous un pôle relations entreprises sur la mission locale de Limoges? Bien sûr. Ce pôle, tu disais, il y a combien de personnes dessus? Alors aujourd'hui, on a deux salariés qui, voilà, c'est leur job au quotidien et ça apporte une sacrée plus-value. On a vu la garantie jeune. Moi, quelque chose qui m'intéresse, c'est l'obligation de formation des 16-18 ans, le dispositif qui a été confié aux missions locales pour lutter contre le décrochage scolaire. Parle-moi de cette obligation de formation, ça m'intéresse. Oui, alors c'est un dispositif nouveau qu'on retrouve également dans le cadre du plan de relance. Alors l'obligation de formation, en fait, ça concerne les jeunes entre 16 et 18 ans, puisqu'aujourd'hui, on a une obligation de scolarité jusqu'à 16 ans. Et donc la loi, parce que c'est une loi, la loi prévoit qu'aucun jeune mineur ne peut être sans rien. Voilà. Sans statut. Donc en fait, la loi confie aux missions locales, un petit peu, alors c'est sous pilotage de l'État et en partenariat avec l'Éducation nationale, le soin de mobiliser ces jeunes
décrocheurs scolaires, et de manière à ce que ces jeunes-là puissent être intégrés en mission locale et qu'on leur propose aussi notre offre de service qui peut être la garantie jeune dont on vient de parler, mais pas de façon systématique, ou tout autre dispositif d'accompagnement. Alors, l'obligation de formation, elle répond aussi à un constat qui était très marqué, hein, puisque nous, en mission locale, on voit souvent arriver des jeunes à 18, 19 ans, et quand on les accueille pour la première fois, on se rend compte que ces jeunes ont quitté l'école à 16 ans, et pendant 1, 2, 3 ans, souvent, n'ont rien fait. Alors ça, c'est une vraie difficulté, un vrai problème. Donc l'idée, c'est effectivement d'anticiper un petit peu ce passage délicat et cette désocialisation des jeunes, donc de manière à remonter un petit peu le temps et à pouvoir mobiliser les jeunes dès qu'ils quittent le système scolaire. Donc ça demande un partenariat de proximité avec l'éducation nationale. Donc voilà, pour l'éducation nationale, c'est nouveau aussi, hein, et donc il est demandé à l'éducation nationale de transmettre aux missions locales des informations relatives à ces jeunes qui ne sont plus inscrits dans le système scolaire. C'est pas mal, hein, si ça permet de récupérer certains jeunes justement avant 1, 2, 3 ans à rester dans son coin, on y gagne effectivement en autonomie, hein, assez rapidement. Et on se rend compte effectivement que plus le temps passe, plus c'est compliqué. C'est clair. Parce que l'objectif, excuse-moi Bruno, mais l'objectif c'est aussi de permettre à ces jeunes de retourner sur des formes d'apprentissage. Alors peut-être de retourner sur un établissement scolaire de l'éducation nationale, mais on parlait tout à l'heure de l'alternance, c'est aussi la possibilité qui est offerte à ces jeunes de découvrir d'autres métiers et puis de se former autrement que par le biais de la formation initiale. C'est clair. Laetitia nous dit, tiens, c'est une bonne question ça, c'est vrai que c'est un mot que je vois passer, alors je suis moins au fait de l'actualité sur l'insertion, je vois passer ce mot régulièrement, et tu vas me dire ce que c'est. Que pensez-vous de un jeune, un mentor? Quelle qualité faut-il, pensez-vous qu'il faut avoir pour être mentor? Est-ce que c'est les anciens parrains? Oui, alors la dimension rhétorique est bien présente. Hein. Je me disais, ça me rappelle quelque chose, vas-y. Oui, effectivement, ça fait écho à une allocution du président de la République il y a quelques semaines où il parlait de mentorat. D'accord. Alors moi j'ai écouté ça d'une oreille très attentive en disant tiens, c'est quelque chose de nouveau. Alors voilà, donc au niveau du vocabulaire, c'est quelque chose de nouveau, mais on est effectivement sur des logiques de parrainage. Alors non, mais il faut souligner la dimension remarquable du parrainage. C'est quelque chose qui fonctionne, du mentorat, on va l'appeler mentorat aujourd'hui. Donc il y a une volonté de l'État d'accompagner un certain nombre de structures sur ces dispositifs-là, dont les missions locales. Alors nous on le fait. Hein. Alors la crise sanitaire a quand même bousculé un petit peu tout ça parce que dans les réseaux de parrains, on a souvent des personnes retraitées qui donnent du temps, qui font du bénévolat, mais c'est vrai que ce sont ces personnes qui prioritairement se sont mises en retrait avec les risques sanitaires que l'on connaît. Alors ce qui est un petit peu nouveau, c'est aussi de pouvoir aller chercher d'autres types de mentors ou de parrains. Et alors, je ne sais pas si ma présidente est toujours là, mais Madame, si vous êtes là, faites-nos coucou. Mais je sais qu'elle est extrêmement mobilisée sur cette question et notamment sur est-ce qu'on ne pourrait pas impliquer des élus sur cette thématique et on trouve l'idée excellente. Donc voilà, donc l'idée c'est aussi d'aller chercher des forces vives. C'est quand même intéressant d'avoir des chefs d'entreprise, d'avoir des gens qui sont en activité professionnelle, bien sûr. Voilà, qui à la fois peuvent ouvrir leur carnet d'adresse, mais qui à la fois peuvent apporter un regard actuel, un regard professionnel sur. C'est pas un poste facile, hein. Samia, elle est là, Madame Arifo, elle dit oui, elle fait comme ça. C'est vrai que c'est pas un poste facile. J'ai vécu moi une période avec le parrainage quand j'étais professionnel de l'insertion professionnelle, et c'est vrai que c'est une histoire de posture aussi. Hein. Il faut être vigilant quand on propose d'accompagner un jeune en étant parrain ou mentor. L'idée c'est bien d'être dans l'accompagnement et pas trop directif ou pas tout ramener à sa propre expérience, mais bel et bien servir de support au propre parcours du jeune. Hein. C'est ça où il faut faire un petit peu attention. Hein. Oui, puis je crois qu'il faut aussi réinventer un petit peu les modes de relation qu'on peut avoir avec les jeunes quand on est parrain. Moi je pense que ça peut être sympa
je sais pas, par exemple, quand on pourra le faire, d'inviter un jeune au restaurant à manger bien sûr. et à discuter avenir, emploi, formation, de façon différente. Je pense qu'il y a aussi à réinventer un petit peu la façon dont on fait du parrainage. C'est clair. Samia Riffaut nous dit, nous avançons avec les élus et les chefs d'entreprise. Madame Riffaut, je me suis laissé dire que vous avanciez beaucoup sur plein de points. Bravo, félicitations. Il faut que ça avance. Bien sûr, on ne pouvait pas trouver meilleure présidente de la mission locale que Madame Riffaut. C'est ce qui se dit dans les milieux autorisés. Juste, on a parlé des 16-18. Un petit mot peut-être sur la promo 16-18 là, qui est menée par l'AFPA, où vous avez une vraie collaboration avec toutes les actions, mais celle-ci en particulier peut-être. Oui, je salue le directeur de l'AFPA, Patrice Qui était dans ce fauteuil. Qui fait un travail remarquable sur la promo 16-18. Alors, effectivement, les jeunes sont quasiment tous majoritairement orientés par la mission locale, et nous, on y voit un partenariat extrêmement intéressant, parce que, au-delà de la promo telle qu'elle existe et qui a dû être présentée par Patrice, je ne vais pas y revenir, c'est aussi l'opportunité pour les jeunes de découvrir l'AFPA, de découvrir l'ensemble des plateaux techniques de l'AFPA, et puis d'être inspiré aussi par des possibilités de formation, des possibilités d'avenir. Donc, mais ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, Bruno, sur le fait que tout seul, on est toujours très mauvais, et que dans nos métiers, l'important, c'est aussi notre capacité à s'ouvrir, à travailler en partenariat, que ce soit avec des acteurs du logement, des acteurs sociaux, des acteurs de la formation, des acteurs de l'emploi. Il faut absolument être réaliste et en capacité de se dire qu'à plusieurs, on est toujours beaucoup plus efficace. La complémentarité, c'est souvent dans la complémentarité que se niche la vérité. En tout cas, les jeunes, j'espère que certains jeunes écoutent là. Attention, Madame Riffaut, je n'ai pas de leçon à vous donner, mais quand vous écrivez « j'adore les jeunes », ok, vous adorez tout l'enthousiasme des jeunes de la mission locale. C'est ça, j'imagine que vous voulez dire. C'est clair qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le territoire qui se mobilisent et que les jeunes, il faut qu'ils s'en emparent, bien évidemment. On l'a compris, et puis ça peut être, je pense qu'il est nécessaire de préciser, vous êtes à côté des jeunes, mais pas que, en quelque part, vous êtes aussi à côté des entreprises pour les accompagner vers ces contacts à établir, vers ces recrutements à faire, parce que d'une part, ils connaissent pas, beaucoup d'entreprises ne connaissent pas forcément les profils des jeunes, en ont peut-être un peu peur, comme d'autres publics, et puis ils sont pas au fait des nouvelles mesures, etc. Vous avez aussi ce rôle-là de facilitateur auprès des entreprises. Oui, et puis toutes les initiatives sont bonnes sur ce plan-là. Alors peut-être je vais citer nous, ça nous tient à cœur, et je sais que toi, Bruno, tu y es très, très sensible. Chaque année, on réalise un festival CV vidéo où on demande aux jeunes au lieu de faire un CV papier, de faire un CV vidéo. Donc c'est du boulot, parce que faut se mettre en scène. Enfin, la communication, ça se décrète pas, ça se construit, ça se travaille. Donc on fait un festival CV vidéo et on a un certain nombre de partenaires, dont des entreprises qui nous accompagnent. Mais on fait aussi des CV entreprises. C'est-à-dire qu'on va dans l'entreprise, enfin les jeunes, parce que c'est un regard de jeunes, les jeunes vont dans l'entreprise pour filmer l'entreprise, filmer les métiers qui s'y pratiquent, et permettre à l'entreprise aussi de se présenter, parce que ce qu'on mesure, c'est aussi l'écart qu'il peut y avoir entre des jeunes et des entreprises, mais des écarts qui sont essentiellement liés sur des représentations. Un jeune va considérer que l'entreprise ne lui est pas accessible, et l'entreprise va considérer qu'elle a besoin d'un mouton à 5 pattes, d'un jeune extrêmement qualifié, alors que finalement l'enthousiasme, les savoir-être, la motivation sont des éléments déterminants pour réussir une embauche. C'est clair que là aussi il y a un petit message à passer. Je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise, mais moi je le vois notamment au travers du site internet là, pour les recrutements. Je trouve un peu, même si je fais mon vieux, je trouve quand même que derrière cet alibi de l'efficacité, du temps, etc., on a perdu ce rendez-vous qui pouvait être mis en place pour rencontrer des candidats. Tu vois, c'est un truc encore plus avec les jeunes, parce que qu'est-ce que tu veux? On reçoit le CV, ils n'ont pas grand-chose à mettre dedans. Si on ne prend pas le temps de les rencontrer, discuter avec eux, forcément, ils passent à la trappe, tu vois. Et je trouve que c'est une erreur. Après, on verra ce que diront les entreprises. Il ne faut pas opposer les candidats et les entreprises.
Mais honnêtement, je ne vois pas comment on peut se priver d'une rencontre à chaque fois, parce qu'on peut être surpris. On peut, voilà, puis si à un moment donné, moi je me rappelle quand je recrutais, j'essayais de recevoir tout le monde. Des fois la personne elle ne me convenait pas à moi, mais je pouvais la faire passer dans mon réseau à quelqu'un d'autre, tu vois. On a perdu ça. Quand je vois, et je peux le comprendre sous la masse, qu'on dit, bon ben voilà, vous nous avez envoyé votre CV, si vous n'avez pas de nouvelles de nous d'ici 15 jours, c'est que c'est plié. C'est compliqué, tu vois, ça renvoie pas une bonne image, on ne facilite pas d'une part la découverte par les jeunes et les employeurs, et puis en quelque part, alors moi je le dis franchement, on participe un peu à cette résignation, c'est-à-dire qu'on rend impersonnel cet acte de candidature, alors que dans tous les cas ça devrait être un moment de rencontre. Oui, mais enfin, moi je partage complètement ton point de vue. Le recrutement, la phase de recrutement, ça reste avant tout une rencontre. Voilà. Et nous, notre rôle, c'est comment de créer cette rencontre. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour faire en sorte que, à un moment donné, on oublie le CV, on oublie un petit peu toute cette rigueur administrative et on décloisonne la relation. Alors, on a des tas d'outils qu'on fait. Alors, pas en ce moment parce que, mais des job dating, par exemple, ça reste des super outils. Il y a des dispositifs qui existent, dont un qui est porté par Limoges Métropole, donc c'est la clause d'insertion dans les marchés publics. Ah oui. Où là, alors j'en suis aussi allé dans une autre vie professionnelle, ouais, où j'y ai travaillé. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi une façon de décloisonner. Explique-nous ça un peu ce que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas forcément ça. Alors ça, c'est un dispositif qui est absolument extraordinaire, et là, une fois de plus, Limoges Métropole est au top sur ce dossier-là, mais pas les seuls, puisque le département est extrêmement impliqué, ainsi que beaucoup d'autres donneurs d'ordre public. En fait, la clause d'insertion dans les marchés publics, c'est dans le cadre de l'élaboration d'un marché public, on veut construire une route, l'aquapolis, voilà. Un pont, enfin que sais-je, on réserve une partie des heures travaillées à des publics en insertion. Donc on va demander aux entreprises qui se verront attribuer le marché de réserver, alors en général c'est 5% des heures, mais on réserve une petite partie des heures à des publics qui seront des publics voilà, pour lesquels il y a une démarche d'insertion, donc des publics qui seront accompagnés par le PLI, par la mission locale, par Cap Emploi, par Pôle Emploi, mais des publics voilà, qui, sans cet outil-là, n'auraient pas eu accès à l'emploi. Donc là, c'est vraiment le bon exemple où on décloisonne complètement, et c'est vrai que les élus actuels et les élus précédents se sont extrêmement emparés de ce dispositif, et qui marche vraiment très bien. Et le premier gros chantier il y a quelques années sur lequel ça avait été utilisé, c'était la construction de l'hôtel du département. Hein. Ah ouais. Voilà. Juste un petit mot comme ça, hein, parce que ça m'intéresse, tout m'intéresse, mais ça m'intéresse aussi, c'est l'insertion par l'activité économique. C'est un bon outil aussi, ça. Oui, franchement, là, on est au top du top, là aussi, c'est vraiment l'alliance entre l'activité pure et des publics qui, sans cet outil-là, ne seraient pas en capacité de travailler. Alors, tu peux détailler un peu pourquoi? Oui, alors, on va avoir différents types de... Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails trop techniques, mais on a des chantiers d'insertion, voilà. Donc où les salariés travaillent sur du temps partiel, ont la possibilité de faire de la formation à côté et d'être accompagnés. Et on a sur les chantiers d'insertion des structures extrêmement variées. Enfin, je vais en citer qu'une, mais je pourrais toutes les citer, les jardins de Cocagne. Les jardins de Cocagne, il y a Rempart à Bellac, voilà. Et donc là, sur le territoire. Il y a des acteurs qui font un boulot vraiment remarquable. Après, on a des entreprises d'insertion, donc c'est un petit peu la marche au-dessus, où là on travaille, on est plutôt sur du temps plein, on demande une productivité un petit peu plus importante, et on a toujours la possibilité de se former, d'être accompagné. Et puis après, on a des structures comme des associations intermédiaires, où là on va être sur de la mise à disposition de personnel, plutôt sur des métiers de service, mais pas que, il ne faut pas que ce soit restrictif. Et puis on a même une entreprise de travail temporaire, d'insertion, où là c'est vraiment la marche ultime vers le monde économique classique. Ce qui est important aussi, c'est en termes d'outillage, on a aussi les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, qui là sont des outils là aussi extrêmement remarquables. Voilà, il existe beaucoup de choses. Alors c'est vrai que l'insertion par l'activité économique, notamment les chantiers, tout ça sont souvent des structures qui permettent de passer du rien un petit peu, hein, de rebooster les gens, de remobiliser les gens, hein, des structures un peu tremplin, hein, d'aller, voilà, et effectivement qui permettent à la fois de se poser parce qu'on est dans des situations qui ne sont pas faciles,
de se reprojeter, de regagner en autonomie, de refaire des projets, de se reformer s'il y a besoin. C'est particulièrement important. Là, il y a derrière tout ça, il faut le dire aussi, il y a des gens, des équipes qui font un travail fabuleux, hein, parce que c'est pas des boulots faciles, hein, faut le dire quand même, hein, c'est pas toujours simple, et pour les avoir côtoyés et en côtoyer encore, franchement c'est beaucoup de travail. Ben, tiens, regarde, il y a Olivier Orabona qui est directeur opérationnel de l'atelier 2N. Ben voilà, c'est un bon exemple. L'atelier 2N, entreprise d'insertion. Entreprise d'insertion, qui dit les job dating sont de bons moments de rencontre et de découverte. Oui, c'est vrai Olivier, mais quand il n'y a pas de job dating, eh bien, il faut que les entreprises se fassent plaisir en recevant les gens. Des fois, rien que recevoir un candidat, même si c'est pour lui dire écoutez, ça ne fera pas l'affaire, ça lui apporte quelque chose. Il aura eu son entretien, ça l'aura rassuré un peu dans sa posture de candidat. Hein. Oui, et puis je crois qu'il faut souligner aussi que les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion sont aussi des lieux d'innovation, d'innovation sociale, mais d'innovation économique aussi, hein, parce qu'on travaille sur des modèles économiques un petit peu différents. Ouais. Et puis c'est des lieux de rencontre. Enfin, l'atelier 2N, moi j'ai le souvenir entre autres, ils font de la sous-traitance, ils font enfin là c'était sur du packaging où les personnes devaient mettre en forme des emballages de flacons de parfum. Et moi je me rappelle du regard, alors ça peut paraître peut-être un peu futile, mais du regard émerveillé de personnes qui faisaient du packaging sur des produits de luxe en fait. Bien sûr. Donc voilà, c'est aussi des lieux de rencontre un peu souvent improbables. Oui, tout à fait. Alors la mission locale a toute cette partie, on l'a compris, d'accompagnement, de relais aussi vers les structures partenaires. Et puis une grosse partie aussi, c'est le champ du social, je dirais le développement personnel. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Le logement, la santé, la mobilité, quelles sont vos actions là-dessus? Le logement, par exemple, c'est vrai que c'est extrêmement important. Alors c'est extrêmement important, sachant que la situation de la jeunesse dans sa globalité est assez compliquée. On a beaucoup de jeunes qui vivent au domicile de leurs parents. On a beaucoup de jeunes qui avaient quitté le domicile de leurs parents et qui y reviennent. Alors la génération Tanguy, elle existe toujours. Et puis malheureusement, on a aussi des jeunes qui sont en rupture familiale et pour lesquels le retour chez leurs parents n'est pas possible. Donc voilà. Donc là, on travaille avec tous les acteurs du territoire. Enfin, je ne peux pas tous les citer, mais la RSL par exemple sur le logement d'urgence qui fait un boulot. Elle va venir, la directrice générale de la RSL va venir très prochainement. Ils font un sacré boulot. Bon, il y a la collègue d'Estia. Bien sûr, on salue Mayali. Mais c'est vrai que alors nous on a essentiellement un rôle on oriente vers les partenaires, puis après on peut accompagner le jeune dans son quotidien, puisque le travail d'accompagnement des jeunes, même si souvent il y a des travailleurs sociaux qui sont un petit peu spécialisés sur l'accompagnement au logement, le travail des conseillers de la mission locale, c'est quand même de faire le lien, d'accompagner, d'être en lien avec les travailleurs sociaux quand il y en a. Peut-être citer sur des difficultés nouvelles, on en parlait en off tout à l'heure, des difficultés nouvelles sur les difficultés que rencontrent les jeunes à se nourrir au quotidien. Ça c'est fou ça. Donc ça c'est quand même c'est que dans le monde d'aujourd'hui, c'est insupportable. C'est insupportable. Et donc on a toujours à l'initiative de Samia, on a initié un partenariat avec la Banque alimentaire, donc sur une logique politique du Conseil régional. Et donc on distribue des colis alimentaires aux jeunes. Donc c'est la première fois qu'on le fait en mission locale et on en distribue un nombre extrêmement important. Et donc les jeunes viennent chercher des produits, des denrées alimentaires. Alors bon, l'intérêt c'est que ce sont des produits de qualité, des produits frais, des produits secs pour reprendre parce que les jeunes quand ils ont rien à manger, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'acheter des produits des paquets de chips, des choses comme ça. Donc ça participe aussi à l'équilibre alimentaire des jeunes. Donc voilà. Après, on est amené à intervenir dans le quotidien des jeunes sur des besoins sociaux qu'ils peuvent avoir. Donc on les aide aussi à financer leur permis de conduire en mobilisant toutes les aides qui peuvent exister, notamment du conseil régional. Voilà. Donc un conseiller, enfin les conseillers de la mission locale, il faut quand même souligner. Enfin moi je les remercie au quotidien sur leur implication et sur le boulot qu'ils font, parce que ce sont des métiers très diversifiés, il y a une vraie responsabilité, enfin il y a des jeunes qui sont très en attente de ce qu'on est en droit de leur apporter, et voilà, et la mobilisation,
ce sont de très beaux métiers. J'allais en parler, Samia, justement. Ce sont de très beaux métiers. Et puis moi, je voulais rajouter un truc. Alors, c'est pas un message au directeur, hein, c'est une réflexion de Bruno Gavras. Ce ne sont pas des métiers dans lesquels les conseillers font fortune. Ça n'a jamais été le cas. Non, mais c'est vrai. Je ne suis pas en train de te dire que tu les payes pas bien. Non, c'est pas ça. Mais il faut à un moment donné mettre en face de ce vrai travail. J'en connais beaucoup, hein, de conseillers, de conseillères. Croyez-moi que s'ils n'avaient pas la moi, ils ne feraient pas ce métier. Il y a plein d'autres métiers beaucoup mieux payés qui sont beaucoup moins difficiles. Par contre, ceux-là sont riches de rencontres, sont riches d'actions, sont riches, oui, d'émotions. Voilà. Mais c'est vrai, ce ne sont pas les métiers où on fait fortune. Hein. On ne fait pas ce métier pour gagner des millions. Oui, alors après, effectivement, je crois que c'est des métiers de passion. Hein. Voilà. Si on n'est pas passionné, si on ne croit pas dans l'avenir des jeunes qu'on rencontre, dans cette capacité à modifier des trajectoires, à modifier des destins, parce que c'est la réalité, c'est la réalité de nos métiers. Donc c'est. Ouais. Alors, ce sont de très beaux métiers. Alors, Samia Rifo qui parle du frigo solidaire, hein, c'est ce que tu viens de dire. Absolument. Et alors, elle aborde quelque chose, donc elle remercie la Banque Alimentaire, et qu'elle aborde quelque chose que je voulais voir justement avec toi, qui rejoint un peu la santé. Je voulais connaître votre action sur la santé, et puis il y a quelque chose qui revient beaucoup en ce moment dans les médias, peut-être moi le premier, j'y ai pas pensé parce que je suis pas une fille, c'est la lutte contre la précarité menstruelle. Voilà, donc là aussi c'est une initiative, c'est l'initiative de notre présidente. Elle ne dort jamais, on est d'accord, Samia Rifo. Alors, elle ne dort jamais. Donc il faut rendre à César ou à Samia? Alors à Samia et à Corinne, ma collègue. À Corinne, on verra, que l'on m'embrasse. Qui est directrice à la mission locale. Ouais. C'est vrai que c'est un sujet et à juste titre, qui les passionne toutes les deux. Ouais. Alors bon, le fait d'être un homme ça ne nous exonère pas. Voilà, ne nous exonère pas de. Mais on n'a peut-être pas le réflexe, c'est pas grave. Alors, moi, j'y ai pas pensé, je reconnais. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je ne veux pas me tromper sur les chiffres, mais je crois qu'il y a environ 30% des jeunes femmes qui n'ont pas les moyens d'assurer et d'assumer effectivement le coût lié aux protections hygiéniques mensuelles. Ouais. Et donc à la mission locale, on distribue gratuitement, et toujours en partenariat avec la Banque Alimentaire, on distribue gratuitement des protections aux jeunes femmes. Donc voilà. Donc si quelqu'un veut faire quelque chose dans ce sens, il fait quoi? Il va faire un don à la Banque Alimentaire, ou alors il va acheter des protections et il les amène à la mission locale? Alors la Banque Alimentaire est centralise. Ouais, centralise. D'accord. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement, c'est plus une question d'organisation et de rendre lisible et cohérente un peu cette démarche, parce que c'est vrai, enfin il ne faut pas méconnaître la difficulté qu'un jeune peut avoir à venir chercher des colis alimentaires ou venir chercher des protections personnelles. Bon, en tout cas, ça c'est des trucs, je veux dire, tous les gens qui regardent, qui écoutent, maintenant ou plus tard, hein, vous en parlez autour de vous. Vous pouvez aussi bien en parler auprès des jeunes. Voilà, s'ils ne le savaient pas, qu'ils le sachent, qu'il y a cette possibilité-là. Et puis si vous avez la chance d'avoir un boulot, comme moi, etc., eh bien, vous faites un petit don à la Banque Alimentaire. Et puis voilà, aujourd'hui, il y a vraiment besoin de solidarité. Il y en a besoin pour tout le monde. Puis honnêtement, c'est des petites choses associées les unes aux autres qui font que on avance. J'en profite pour saluer mon ami Walter. Il va falloir un jour que je te dise bonjour en portugais, Walter, parce que j'ai honte à force de te connaître depuis aussi longtemps et de ne pas savoir dire bonjour en portugais. Je voulais qu'on revienne sur la santé. Alors, j'avoue, je ne sais pas, moi, de mon temps, il y avait voire des infirmières à la mission locale. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Et puis, quelle est votre action en matière de santé? Alors, c'est malheureusement, c'est un temps révolu. Ça m'arrange pas, je vieillis. Depuis, parce que ça fait une dizaine d'années. Allez. Mais il y avait, en fait, pour répondre plus globalement à ta question, il y avait un pôle social à la mission locale, avec notamment des travailleurs sociaux qui étaient mis à disposition par le département. Voilà. Donc ceci a eu une fin il y a environ une. Ah oui, c'est vrai, oui, je me rappelle de cette articulation. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, on n'a plus de travailleurs sociaux à la mission locale. Donc ce sont les conseillers qui en fait assument cette charge. Alors après, effectivement, il y a sans doute des missions locales qui sont organisées avec des travailleurs sociaux. Bon, alors après, c'est malheureusement pas forcément ce qui est demandé aux missions locales. C'est-à-dire que par l'État en tous les cas, les collectivités ont un regard très différent.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État ne finance pas les missions locales pour avoir des travailleurs sociaux. On est plus dans des logiques emploi et formation. Ouais. Ce qui est un peu, à mon avis, un peu dommage parce que surtout quand on voit la situation actuelle. Mais ça va peut-être évoluer là. Alors peut-être, oui. On le disait un peu tout à l'heure. Bon, à chaque période, à chaque situation. Voilà. Non, mais c'est certain parce que c'est vraiment la question sociale est une vraie question. Alors après, nous on travaille le partenariat que j'évoquais tout à l'heure. Il fait. Et la lumière fut, c'est magique. De ce salon, il est magique. Donc on travaille avec les partenaires, on travaille avec le Crécy notamment, où les jeunes vont faire des bilans santé. Donc voilà, ça c'est une dimension qui est très très présente dans les parcours des jeunes. On mène une action qu'on appelle C'est ma santé avec les partenaires associés, donc la CPAM. Enfin, je vais pas tous les citer, mais la question de la santé, c'est une question qui est traitée, on va dire, au quotidien à la mission locale, parce que la santé des jeunes, elle n'est pas forcément très bonne. Et puis il y a aussi une méconnaissance d'un certain nombre de points, notamment toutes les questions de santé qui sont liées à la sexualité. Ouais. Donc, alors, si on distribue maintenant des protections pour les jeunes femmes, depuis longtemps on distribue des préservatifs pour les jeunes hommes. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, c'est bien de se réinterroger un petit peu sur tout ça. Et effectivement, on accompagne aussi les jeunes sur cette dimension-là, parce que être jeune et avoir une sexualité harmonieuse aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit. C'est sur ces quelques mots qu'on va dire au revoir à Samia Rifo, qui nous quitte. Merci beaucoup d'être passé, Samia Rifo. Belle soirée également à vous, et comme elle le dit, vive la Milo. On a vu la santé, on a vu le côté financier, où il peut y avoir des aides. La mobilité, c'est quelque chose qui a toujours été important, ça, de travailler sur la mobilité. Oui, d'autant plus que ce que je disais tout à l'heure, on a à peu près les 3/4 des jeunes qui ont ni de permis ni de moyens de locomotion. Alors quand on est sur une zone urbaine comme Limoges Métropole, il y a un réseau de bus, on peut se déplacer, mais dès qu'on doit, notamment là je fais le lien avec les entreprises, dès qu'on doit travailler sur des horaires décalés, aller sur des zones industrielles, aller s'éloigner un petit peu, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc aujourd'hui, on le sait, en fait toutes les statistiques le montrent, un jeune qui a un permis de conduire et un moyen de locomotion, il a beaucoup plus de chances de trouver un travail qu'un jeune alors donc, il y a des aides qu'on mobilise, notamment des aides de la région. Il y a aussi une initiative sur un permis solidaire qui va voir le jour. Bon voilà, il y a toujours eu des initiatives, mais ce qu'il faut bien comprendre sur le permis de conduire, alors on a tous des enfants qui sont, enfin peut-être des enfants qui sont en âge de le passer, c'est que le permis de conduire, l'apprentissage du permis de conduire, c'est quelque chose d'extrêmement difficile aujourd'hui. Et passer le code, c'est très compliqué. Ça demande c'est un vrai apprentissage. C'est clair, un vrai investissement. La conduite routière, c'est un vrai apprentissage. Et c'est vrai que pour certains jeunes qui ont été peu ou pas scolarisés, ça représente une véritable difficulté. Alors, sur Limoges, on parlait d'IAE, mais on a aussi un pôle mobilité qui est extrêmement important. On a une auto-école sociale qui fait un boulot remarquable, vraiment remarquable. On a des dispositifs de location de scooters, de mobilettes. Donc c'est Verlaine Pont-Neuf qui s'en occupe. Toujours fidèle au poste. Voilà. Donc on a aussi des outils. Mais la question de la mobilité, ça reste une question centrale dans l'autonomie des jeunes. Un dernier point qui est incontournable, encore plus je dirais maintenant, c'est l'accès au numérique et la maîtrise des outils numériques pour ces jeunes, aussi bien en termes d'information, l'utilisation de l'information, d'ailleurs on pourrait se poser beaucoup de questions par rapport à ça, que l'utilisation du numérique quand on a la chance d'avoir les outils, etc., dans le cadre de la recherche d'emploi. Voilà. Comment ça se passe, ça? C'est quoi votre action aujourd'hui? Quel est votre regard là-dessus? Le regard, c'est que c'est le virage qu'il faut absolument prendre aujourd'hui, à la fois dans nos façons de travailler, à la fois dans nos façons d'accompagner les jeunes. Et il faut aussi accompagner les jeunes à prendre ce virage-là, parce que contrairement à l'idée reçue où on voit effectivement tous les jeunes avec des smartphones, les jeunes, on a la fausse impression que les jeunes maîtrisent ces outils-là. Et dans la réalité, c'est pas du tout le cas, puisque la recherche d'emploi et il n'y a pas que la recherche d'emploi. Aujourd'hui, tout est dématérialisé. Vous voulez changer la carte grise de votre véhicule, déposer en ligne un arrêt de travail. Enfin bon, tout est dématérialisé. Et ça, on peut pas le faire avec des smartphones. Il faut un ordinateur, il faut
ou une tablette. Donc ça pose effectivement la question de l'équipement. Et d'ailleurs, nous, à la mission locale, on a obtenu, alors ce sont toutes les missions locales de Nouvelle-Aquitaine, des financements pour financer à une trentaine de jeunes des ordinateurs portables et des connexions Internet. Donc ça, on en est très heureux. Donc il y a la question de l'équipement, puisqu'il y a beaucoup de familles qui sont pas équipées. Et puis il y a la question de la maîtrise de l'informatique. Alors nous, à la mission locale, on a depuis 1 an et demi, 2 ans même presque, et c'était au départ à l'initiative du conseil régional, ce qu'on appelle un conseiller numérique. Donc un conseiller numérique qui fait de l'animation, qui accompagne les jeunes autour de la maîtrise de l'outil numérique pour candidater en ligne, ça se fait pas comme ça. Faire son CV, le déposer quelque part, ça se fait pas comme ça. Donc on a un conseiller numérique qui met en place des parcours numériques. Et puis après, d'un point de vue plus global, il y a aussi une démarche portée par l'État et pilotée par le département sur la mise en place de conseillers numériques. Donc là, il y en a 35 qui ont été sélectionnés, qui vont plutôt aller sur les maisons France Service. D'accord. Alors nous, mission locale, on a fait une demande pour pouvoir aussi avoir un conseiller numérique supplémentaire. On espère qu'on sera retenu. Mais vraiment, la question du numérique, elle est centrale aujourd'hui dans l'autonomie des jeunes. Très bien, Olivier nous dit, oui, le permis est essentiel car beaucoup d'emplois sont sur des horaires décalés, c'est clair, surtout là où il y a du boulot, en plus dans l'industrie, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Voilà, on a fait quasiment le tour. Regardez, ça fait 1h05 qu'on est ensemble. Moi, je ne vois pas le temps passer. On arrive à la dernière question, une question traditionnelle. Donc, on l'a entendu, tu as la chance tous les matins de diriger une 50aine de personnes, tu te lèves, tu as la chance, tu te dis super, je vais aller donner des ordres, tout le monde va être content avec ce que je vais dire toute la journée, c'est ça la vie du patron. Ok, le soir tu rentres, tac, Covid, tu rentres chez toi. Comment toi tu vis le Covid en tant que citoyen? C'est-à-dire, tu n'as plus d'ordre à donner, tu n'as plus rien du tout, tu rentres chez toi, peut-être une famille, peut-être pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça t'inspire cette période? Mais là, on n'est plus du tout avec la casquette de directeur de la mission locale. Comment tu vis ça en tant que citoyen? Alors, bon, moi j'ai la chance d'avoir une famille très, très harmonieuse. J'ai la chance d'avoir un habitat agréable. Moi, voilà, donc moi, de ce côté-là, je vis cette période, je vais dire plutôt sereinement, parce que j'ai conscience d'avoir beaucoup de chance sur bien des aspects. Moi, je pense plutôt sur ces moments-là à toutes les personnes qui sont nombreuses dans des appartements, qui n'ont pas forcément bien vécu les confinements successifs pour des raisons de confort. Après, je pense beaucoup aussi aux 2 millions de Français qui aujourd'hui sont en activité partielle et qui ont quelque part une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Je pense à peu près tous les jours aux millions de Français qui ont perdu leur emploi sur cette période. Donc il y a des moments dans la difficulté où il faut aussi regarder ailleurs qu'autour de son nombril et se rendre compte que finalement ça va pas si mal. Que ça va pas si mal et qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent terriblement de cette situation. Après, sur la question des jeunes, moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que la jeunesse, c'est une période de la vie quand même privilégiée, c'est une période qui doit se vivre pleinement. Alors, nous, les jeunes, on les voit au quotidien, on a aussi beaucoup de jeunes, des étudiants, des adolescents autour de nous, et c'est vrai que nous, à la maison, on a des adolescents, on a des étudiants, et c'est vrai que ce qui doit être de belles années, des années festives, sportives, harmonieuses, ça n'est pas tout à fait. Donc, je pense que nous les plus anciens, on peut se faire une raison et attendre que le temps passe, mais pour les jeunes, quand le temps sera passé, la jeunesse le saura également. Exactement. Voilà, c'est sur ces quelques mots qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Paul. Merci Bruno, merci à toi. C'était vraiment, j'espère que vous en avez appris autant que moi. J'ai trouvé ça extrêmement important. Une fois de plus, on le dit, toutes ces personnes, tous ces conseillères, tous ces conseillers qui travaillent auprès des jeunes, on n'en parle pas souvent et pourtant, croyez-moi, c'est des boulots qui sont pas faciles, qui sont très sympas,
mais qui sont pas faciles. Donc si vous êtes un jeune et que vous allez à la mission locale demain, vous pouvez déjà leur dire merci parce que ce sont vraiment des gens qui font un boulot fabuleux. S'il y en a qui regardent, je les salue, il y en a plein que je connais. J'espère qu'elles vont toutes bien. Voilà, on a fait le tour, en tout cas pour ce soir, de la mission locale de l'agglomération de Limoges. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Demain à 19h, un autre moment fort avec Andrea Brouille, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Je suis très honoré que le Conseil régional soit représenté dans ce salon. Et avec elle, bien sûr, on va parler de tout ce qui a été mis en place pendant cette crise en matière économique, en matière d'emploi, de formation. Donc écoutez, je la connais pas encore, je vais la découvrir avant vous, voilà, avec vous, en même temps que vous. Ça va être un grand moment, j'espère, mais je n'en doute pas un seul instant. Merci beaucoup, Paul. Merci infiniment, Bruno. Allez, à demain et merci d'avoir assisté à cette émission. Au revoir.